Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve pour mon podcast sur mes rencontres en Afrique francophone. Mon nom est Hugues Gabriel, je suis professeur de médecine moléculaire de l'Université de Berne et je suis de retour sur le campus de mon université africaine préférée, l'Université de Kinshasa en République démocratique du Congo. Je suis ici pour travailler avec mes collègues qui ont inauguré il y a quelques mois le centre de référence sur les maladies rares et non diagnostiquées. Durant mon travail, j'ai eu l'occasion de rencontrer le docteur Charles Bifou, avec lequel je vais m'entretenir. Bonjour Charles. Bonjour Hugues. Merci. Merci pour passer un peu de temps avec nous. Charles, dis-nous un petit peu qui tu es, quel est ton parcours et pourquoi est-ce que tu te retrouves dans ce centre de recherche à l'heure actuelle. Merci Hugues pour la question. Je suis Bifou, Big Charles. Les uns m'appellent simplement Charles, les autres Big Charles. Big, c'est vraiment mon prénom. Je suis médecin pédiatre. J'exerce aux cliniques universitaires de Kinshasa au service de soins intensifs pédiatriques. Pour un peu d'histoire, je ne suis pas né à Kinshasa, moi je suis né en province, tout au bord de l'océan, dans une province qu'on appelle Congo central chez nous, au bord de l'océan. Et là, je suis né dans une base militaire. Ma mère était personnel civil de l'armée. Donc je suis né là-bas, puis j'y ai fait mes études primaires. Les études secondaires, je suis allé un peu plus loin de cette cité-là, à l'internat. Et après mon diplôme d'État, je suis arrivé à l'université de Kinshasa pour faire les études de médecine. Nous avons passé notre faculté de médecine pendant plusieurs années parce que c'était des années très troubles dans le pays, beaucoup de grèves, beaucoup d'interruptions. Sans reprendre la médecine, j'ai fait 10 ans à la faculté de médecine, année civile, bien entendu. Et donc après, j'ai immédiatement entamé la spécialisation en pédiatrie, admis aux cliniques universitaires parce que j'ai terminé mes études de médecine avec grade, s'il faut le dire comme ça. Et après, j'étais admis en spécialisation. Au bout de 5 ans, j'ai décroché mon diplôme de pédiatre. J'ai été retenu à l'hôpital, aux cliniques universitaires, où je suis affecté aux soins intensifs de pédiatrie. Et tous les jours, c'est là que je travaille. Mais après, comme tout clinicien, on se pose des questions. J'avais une question qui me taraudait toujours le ménage, c'est que je ne comprenais pas pourquoi il y a des patients pour qui on pouvait poser correctement le diagnostic, mais après, le traitement ne réussissait pas, ils décédaient. Moi, j'étais aux soins intensifs, donc tous les jours, on voit des patients, des petits-enfants partir, malgré les diagnostics correctement posés, un traitement supposé correct. Et donc, je me posais plusieurs questions. Et là, dans mes recherches, je suis tombé sur des maladies qu'on appelle maladies métaboliques, les erreurs innées du métabolisme. Et donc, en lisant, j'ai vu que la plupart, c'était c'est des maladies qui sont génétiques. Et donc, je me suis rapproché du centre des génétiques initialement. J'ai discuté avec les patrons du centre, le professeur Lukusa, le professeur Lumaka, et qui ont compris un tout petit peu ce qui moi me dérangeait, et donc ils ont décidé d'initier un projet dans ce sens-là. C'est comme ça que je me suis retrouvé à la fois en clinique et en recherche donc au centre de génétique humaine de l'université de Kinshasa. D'accord, d'accord. Bon, donc en résumé, tu as une activité clinique aux soins intensifs et pédiatriques, Tout à fait. où tu te retrouves plusieurs fois par semaine, Oui, tout à fait. Quasiment tous les jours. quasiment tous les Tous jours. les matins, je commence par là. D'accord. Et puis après, tu as une activité de De recherche qui recherche. devrait t'orienter vers un PhD. Tout à fait. Actuellement, en ce qui concerne les activités de recherche, je suis sur un projet de PhD sur la génétique
des maladies métaboliques, un peu comme, disons, une génétique épidémiologique, des erreurs innées du métabolisme, parce que dans le pays, on n'a pas du tout une carte qui nous montre un peu la situation des erreurs innées du métabolisme dans le pays. Et donc, mes patrons, moi, le professeur Luku Salumaka, mais aussi le professeur Géry, ont décidé de mettre en place ces projets-là. Ils me l'ont confié pour l'exécution. Et donc, je travaille sur ce projet-là en termes de recherche. Tu nous as parlé déjà de ta naissance jusqu'à tes études de médecine ici. Qu'est-ce qui a motivé ton choix de devenir médecin? Alors, très bonne question. Lorsque j'avais 7 mois, je pense, ou 8, j'ai souffert de la rougeole. Et donc, selon ce que me raconte ma mère, j'allais y passer, j'allais y rester, quoi. Heureusement qu'il y a eu, dans le coin où nous étions, à l'hôpital militaire, disons comme ça, un bon médecin pédiatre qui s'est occupé de moi. Et donc voilà, je me suis tiré d'affaire. Et donc j'ai décidé moi aussi d'aider les tout petits, parce que je me dis, si nous n'aidons pas les tout petits, ils ne peuvent pas arriver à faire ce que nous faisons aujourd'hui, ils ne peuvent pas atteindre notre âge. Et donc j'ai décidé de consacrer une bonne partie de ma vie à m'occuper des tout petits. Et c'est principalement pour cette raison-là que j'ai décidé de faire la médecine, même si mes parents voulaient que je fasse le droit. Moi, j'ai décidé de faire la médecine. D'accord. Voilà. Bien, bien, bien. Est-ce qu'il y avait des modèles, des personnes que tu avais dans ton entourage, ou bien peut-être que tu avais lu dans les médias, que tu aurais admiré, qui t'ont inspiré pour la médecine ou bien pour une approche scientifique? Alors, il y avait des modèles. Le tout premier, avant même que je n'arrive à l'université, c'est le médecin pédiatre qui s'est occupé de moi quand j'étais tout petit. On me l'a présenté. Quand moi j'avais, je crois, 10 ans ou un peu plus, 15, il était colonel. C'était un médecin militaire. Il était colonel de l'armée congolaise à l'époque, zaïroise à l'époque. Et c'était un médecin qui était très bien, qui soignait très bien. Donc je me suis dit, je serai médecin militaire et pédiatre. C'était ça dans ma tête. Mais malheureusement, pour moi, je suis médecin pédiatre, mais pas militaire. Bon, c'est pas grave. Et après, quand je suis arrivé à l'université, c'est vrai que l'esprit de la pédiatrie est parti. Je voulais devenir néphrologue. Parce que quand j'étais en 3e année de candidature, si je peux dire comme ça, il y avait un enfant aux cliniques universitaires avec insuffisance rénale. Et donc les aînés à l'époque qui étaient des internes, voilà, en médecine, sont passés dans tous les auditoires, sensibilisés pour trouver des moyens pour aider cette petite-là, elle s'appelait Eugénie, je me rappelle, pour payer sa dialyse, qui était très chère à l'époque. Il fallait $3000 pour faire la dialyse. Et donc il fallait que les étudiants cotisent. Alors c'est resté en moi. Je me suis dit, je vais rester là, faire la néphrologie pour aider les gens en ce qui concerne les insuffisances rénales. Mais après, la réalité a fait que je me retrouve aux soins intensifs. Mais bon, je suis content parce que je suis médecin, j'aide les vies. Et voilà, les tout petits, cela me va très bien. Donc maintenant, je crois que l'autre jour je t'ai posé la question, tu as quel âge? Aujourd'hui, j'ai 42, mais dans quelques mois, nous sommes au mois de juillet, dans 2 mois, j'en aurai 43. D'accord. Donc tu as déjà une carrière derrière toi. Quels sont les points de ta carrière dans lesquels tu te dis, ah là je suis particulièrement fier de ce que j'ai réussi à faire? Alors, disons, je vais commencer, toujours, comme je dis, par la faculté. C'était quand même un challenge de finir la faculté de médecine, parce que quand je commence la faculté de médecine, quand j'ai l'inscription à la faculté de médecine, mon père à moi, il décède, il nous quitte. Je n'avais même pas encore commencé les études, donc juste l'inscription, obtenu l'inscription et puis il est parti. Et donc il fallait se débrouiller. Il n'y a pas de bourse, il n'y a rien, il fallait faire la médecine. Et donc c'était un vrai challenge. Et donc il fallait se surpasser parce que c'était compliqué, il n'y avait pas trop de soutien, il fallait se battre. Ça c'est la première chose. J'ai dit,
Il fallait le faire. Il fallait le faire. Et puis, dans ma famille, je suis le premier médecin. Donc, il fallait le faire. C'était vraiment un challenge. Un challenge. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est mon séjour aux soins intensifs de pédiatrie. C'est vrai que nous travaillons dans des conditions pas optimales, mais on essaie de faire quelque chose tant bien que mal avec les moyens de bord. On arrive quand même à sauver des vies, à sauver des tout petits. Et ça, même si ce n'est pas nous qui donnons la vie, mais je pense que ce que nous posons comme geste avec le peu de moyens que nous avons, nous arrivons quand même à sauver les tout petits. Ça, je ne me bombe pas le torse, mais j'en suis fier quand même. D'accord. Voyons un petit peu maintenant le présent et peut-être le futur. Euh, Ça fait plusieurs années que je viens ici. Naturellement, pour moi, ce qui est intéressant et important, c'est de voir dans quelle mesure toute la recherche, la médecine académique qui se développe ici se trouve dans un monde de scientifiques globalisé, des communautés globalisées. Comment est-ce que tu vois le rôle, les avantages et peut-être les désavantages et les difficultés d'être quelqu'un comme toi qui a des ambitions académiques au Congo dans un monde globalisé scientifique? Alors, le problème avec le Congo, ce que moi, en ce qui me concerne, comme je suis un peu en génétique, la génétique au Congo, c'est une discipline nouvelle. C'est une discipline nouvelle, c'est des années 2005, 6, même plus tard, je pense 2008, 2010, qu'on a commencé à parler de génétique, quoi. Et donc, que ce soit dans les milieux hospitaliers ou de recherche, les gens ne connaissent pas trop de quoi il s'agit. Et donc, c'est déjà un grand challenge pour nous ici que de parler génétique, de faire comprendre aux patients, aux chercheurs, que plusieurs choses maladies que nous voyons en clinique peuvent être expliquées par la génétique. Et pour trouver la véritable réponse, il faut interroger la génétique. Cette médecine, personnellement, nous pensons que cette médecine génomique, là où centrée sur la génétique, est importante parce que ça va permettre à ce qu'on ait une médecine individualisée. Mais le problème, c'est que c'est une discipline nouvelle. Parler de la génétique, convaincre les gens, c'est déjà difficile. Il est difficile de convaincre les gens, surtout pour des pathologies, des problèmes pour lesquels on ne perçoit pas de diagnostic. Généralement, dans notre entendement, dans notre mentalité à nous, ici, généralement, les gens incriminent les autres. Là, je sais que dans le monde occidental, c'est difficile, mais la sorcellerie, ici, on va incriminer les uns les autres. On dit que c'est un sort qu'on a jeté à tel ou tel enfant. Et donc, si vous leur dites que c'est un problème génétique, c'est difficile. Et ce retard aussi fait que sur le plan mondial, global, le Congo, notre pays, jusque-là, ne propose pas grand-chose. Les données génomiques, par exemple, des populations congolaises, n'est pas trop connu au niveau international, global, parce que c'est maintenant que l'on commence. Mais nous pensons que davantage nous apporterons quelque chose pour que, du point de vue génétique, génomique, que les gens apprennent ce que constitue vraiment la population congolaise. Cette diversité génétique de la population congolaise soit connue. Peut-être que ça va permettre d'améliorer un certain nombre de choses. Mais comme nous sommes dans un monde globalisant, nous pensons que tout ce que nous avons comme contact à l'extérieur, les gens que nous croisons dans les congrès, les partenaires qui viennent, qui nous appuient, ça nous permet de garder espoir parce que nous savons qu'eux aussi sont partis de quelque part. Ils ont connu probablement les mêmes difficultés que nous, mais avec le travail, la persévérance, ils sont arrivés où ils sont arrivés aujourd'hui. Nous pensons que probablement que c'est le même chemin que nous sommes en train de parcourir et que nous arriverons qu'à un moment donné, nous serons aussi capables de proposer quelque chose d'assez valable au niveau mondial, international, qui fasse valoriser notre pays.
D'accord, donc c'est une bonne analyse de la situation actuelle. Naturellement, eh bien, on aimerait que les choses évoluent vers le mieux. Est-ce que, c'est ma dernière question, quels sont les éléments que tu vois autour de toi, avec tes collègues, peut-être tes plus jeunes collègues, parce que tu es tout de même déjà un médecin senior, qui te donnent de l'optimisme pour le futur, ou d'autres aspects qui te disent, ah là je vois que les choses évoluent positivement. Alors, c'est vrai que me trouvant dans un pays où tout le monde je dirais ça comme ça, hein, se recherche, c'est la survie. Hmm, Ici, les gens sont plus, disons, intéressés par la survie, cherchent pour survivre, hmm, mais on croise quand même des jeunes. C'est vrai que généralement on dit la jeunesse, les gens ils sont insouciants, bah, ils cherchent voilà, à se complaire, voilà. Mais nous sommes entourés quand même de jeunes qui sont très ambitieux, très entreprenants. Les jeunes collègues qui sont avec moi, parfois ils prennent des initiatives qui vous dépassent. Vous vous dites, ah, moi j'ai pas vu les choses de cette manière-là. Ça nous donne de l'espoir. On dit, je pense que voilà, on peut compter quand même sur cette jeunesse-là, même si parfois on ne fait pas trop confiance à la jeunesse. On dit, bah, c'est l'âge des erreurs, mais on croise des jeunes qui ont quand même de la vision et qui ont de l'ambition. Donc nous pensons qu'avec cela, les choses vont évoluer. Mais aussi notre propre volonté à nous de faire mieux, de nous surpasser. Parce que bon, si nous ne le faisons pas, personne d'autre ne le fera. Le pays, la science, la recherche dans ce pays risque de rester au point mort. Mais comme dans toute chose, il faut toujours qu'il y ait une frange, un groupe de personnes qui se sacrifient pour les autres. Et moi, je considère que je fais partie de cela. On est obligé de se surpasser pour qu'après que les autres bénéficient dans quelques années, voilà, on parlera du Congo. Voilà. d'accord, parfait. Sur cette Voilà. note positive où on parlera du Congo, je te remercie, docteur Bifou, je te remercie, Charles, d'avoir partagé tes expériences et tes opinions avec nous. Merci aussi à vous toutes et tous pour nous avoir écoutés. Et je vous propose de continuer à nous suivre, de continuer à me suivre sur les réseaux, car je désire faire partager avec vous toutes ces rencontres que je fais sur le continent africain. Au plaisir et à bientôt. Merci.